cette économie de la fonctionnalité et ce que tu racontais sur la comptabilité écologique. Et du coup, avant d'arriver au second tour de questions que a gentiment préparé Théo, du coup, ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on produit qui sont plus utiles, plus fondamentales. Et dans un monde où il y a moins de ressources, il faut faire un choix. Et est-ce que du coup, ça pourrait être intéressant de restreindre le droit d'entreprendre, c'est-à-dire demander à chaque entreprise d'avoir une utilité sociale quand elle se crée, ou est-ce qu'on devrait laisser un droit d'entreprendre libre comme il est aujourd'hui, où on peut créer tout et n'importe quoi sans forcément mettre en avant une utilité sociale? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je veux juste, c'est bon là? Oui, non, mais peut-être juste pour répondre à cette question, mais rebondir aussi sur une des remarques qui a été faite juste avant, c'est qui a l'air d'être quelque chose de simple et en fait qui est une question redoutable, c'est-à-dire c'est de savoir quels sont les besoins et qui définit les besoins. Et la définition des besoins, c'est quelque chose à mon avis, dans notre réflexion qui est essentiel. C'est-à-dire que, hormis les besoins de base pour continuer à vivre, les besoins sont historiquement situés, socialement construits, ils dépendent de l'organisation de la société, de qui la dirige, des modes de valorisation de certaines consommations, donc toutes choses sur lesquelles, qui nous échappent largement, c'est-à-dire qu'ils sont les besoins sont largement créés par exemple, si on prend la question du logement, par le développement de la maison individuelle et de la propriété privée à un moment donné, sur les médias de par la captation par des grands groupes privés, etc. On pourrait allonger la liste. Et reprendre la main sur cette question-là est aussi un exercice redoutable. C'est-à-dire qu'on a Thomas a pas mal travaillé sur les questions de démocratie dans l'entreprise, mais il y a une autre question démocratique qui se pose, c'est effectivement quelles sont les formes de délibération, d'institutions, d'assemblées qui seraient à même de définir des besoins dont l'impératif est d'abord effectivement qu'ils puissent être satisfaits dans les limites des écosystèmes et dans leur réparation. Ça, on touche là quand même un nœud majeur du capitalisme, pas seulement dans sa dimension économique, mais dans ses dimensions de pouvoir. Et bien sûr qu'il faut restreindre du coup le droit d'entreprendre, c'est-à-dire que si on croit à tout ce qu'on a dit avant, bien entendu que la libre entreprise n'a pas de sens. C'est-à-dire que, voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les modalités alternatives à cette liberté d'entreprendre? Est-ce que c'est des formes de planification décentralisée qui puissent permettre de faire jouer dans des interactions un secteur privé et un secteur public, des coopératives et des grands groupes nationaux? Sans doute que pour toute une série de secteurs essentiels, notamment le secteur énergétique, la question des monopoles, bien sûr, est essentielle, parce que la façon dont on casse le public, c'est pas seulement par la privatisation, mais c'est pas, en tout cas, en détruisant les monopoles et en faisant jouer le jeu de la concurrence, qui va aussi du coup produire des problèmes sur les salariés. Donc oui à cette question bien sûr pour restreindre le droit d'entreprendre, mais aussi pour le remplacer par réfléchir en tout cas à d'autres façons de définition des besoins et donc d'autres définitions des productions qui doivent être à même de répondre à ces besoins. Oui, je dirais qu'on a beaucoup d'idées. Enfin, ce que vous dites est profondément vrai. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières d'imaginer l'économie, il y a d'autres manières d'organiser la production, de définir les besoins, de répartir les richesses, de les produire. Bon. On est assez riche en idées là-dessus. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des ouvriers et des employés votent Rassemblement national ou s'abstiennent et ne voient absolument aucune perspective dans les discours que nous pouvons tenir. Bon. Alors que ces gens-là, les mêmes qui votent Rassemblement national ou qui s'abstiennent et qui sont complètement hermétiques à toutes les utopies concrètes qu'on peut essayer de définir, ils vivent au quotidien des problèmes liés à leur travail qui sont majeurs et qui les font souffrir et auxquels nous n'offrons aucune réponse. Et donc, je veux dire, il y a quand même on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire que
commençons vraiment par nous intéresser à ce que vivent les travailleuses et les travailleurs au quotidien dans leur travail, et en quoi ce qu'ils y vivent, parce que c'est là que les choses se passent pour la plupart des gens, hein, en quoi ce qu'ils y vivent pourrait se transformer de façon positive, pourrait redonner de l'espoir, redonner une croyance dans la possibilité de faire autrement. Et ça, je pense, c'est possible. On travaille avec des militants syndicalistes à essayer de réfléchir et à mener des expérimentations sur la façon de susciter le débat, susciter la discussion au sein des collectifs de travail sur pourquoi on en est là, comment ça se fait qu'on travaille comme ça, pourquoi on n'y arrive plus, comment est-ce qu'on fait malgré tout pour y arriver parce qu'on est bien obligé de sortir la production ou de s'occuper des patientes et des patients, et comment ça se fait qu'on y arrive quand même malgré le fait qu'on nous coupe sans cesse les moyens, qu'on nous réduit les effectifs, etc. Et voilà. Et comment est-ce qu'on pourrait reprendre la main sur la façon dont on travaille, les conséquences écologiques de ce qu'on fait. Et voilà, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'expériences concrètes, hein, où on voit qu'en discutant de ces questions-là avec les travailleuses et les travailleurs, ils arrêtent de parler des Maghrébins qui font ceci ou des assistés qui font cela, et ils discutent vraiment du travail et de comment ils pourraient faire autrement. Parce que ça, c'est quelque chose qui passionne les gens, quand on leur donne la parole là-dessus. Ce qu'on ne fait jamais, en fait. Personne ne demande jamais aux gens leur avis sur la façon dont ils travaillent et comment ils pourraient travailler autrement. Alors que quand on le fait, on s'aperçoit que les gens, ont des tas d'idées, 2, ont énormément de choses à dire et envie d'en parler, et 3, que ça leur fait des sujets de discussion qui les politisent, et qui les éloignent des voies de garage dans lesquelles les politiciens veulent les emmener. Je discutais avec une infirmière CGT de l'hôpital de Nîmes, là, qui est très en pointe dans ses réflexions, et qui me disait, ce qui est frappant, c'est que quand on discute avec les collègues du travail, alors tous les discours racistes disparaissent, et on s'aperçoit qu'on est tous noirs. Bon, et donc, comment faire pour que cette délibération sur le travail, à laquelle beaucoup de gens aspirent, devienne une pratique courante, devienne une pratique démocratique en expansion, et une pratique de politisation quotidienne des travailleuses et des travailleurs, indépendamment des statuts, parce que ça, vous pouvez faire ça si vous êtes fonctionnaire, mais vous pouvez aussi faire ça si vous êtes intérimaire. Parce que vous allez travailler si vous êtes intérimaire, vous allez travailler dans une boîte où vous aurez des collègues, statutaires ou non, mais avec lesquels vous contribuez à un travail commun. Donc vous pouvez discuter de votre travail avec les statutaires de l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Bon. Et donc voilà, la question vraiment qui me tient à cœur et que j'essaie de promouvoir avec les collègues, on s'est rassemblé une petite association qui s'appelle les Ateliers Travail et Démocratie, et la question qu'on essaie de promouvoir, c'est comment développer ce débat sur le travail à la base, et puis aussi dans les syndicats, parce que bien sûr, qui peut porter une politique de discussion et de délibération sur le travail, sinon les syndicats? Aujourd'hui, c'est la seule force sociale organisée, suffisamment puissante, et même implantée dans les entreprises. Alors évidemment, pas assez implantée, mais il y a quand même encore... Il y a aujourd'hui en France 400 000 élus du personnel, dont la plupart sont syndiqués. Donc c'est quand même 400 000 élus du personnel, c'est déjà une masse critique tout à fait importante. Si on voulait lancer un débat sur le travail dans toutes les entreprises et administrations de France, on pourrait s'appuyer sur ce tissu militant qui est déjà là et qui malheureusement est pour l'essentiel absorbé dans le dialogue social, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des réunions interminables avec les employeurs, avec des ordres du jour interminables, dont il ne sort jamais, ou presque jamais rien, des négociations factices pour des résultats bouclés à l'avance. Enfin, voilà. Il y a une sorte d'institutionnalisation comme ça du travail des militants syndicaux qui est terrible, dans lesquels eux-mêmes ne se retrouvent plus. La déprime des militants syndicaux, le burn-out, ou les démissions des militants syndicaux, on parle de crise du travail, mais il y a une crise du travail militant syndical aussi qui est majeure. Donc voilà, voilà, la question que je me pose, moi, c'est comment, qu'on se pose, je sais pas, heureusement on parle de cela, c'est comment développer dans le tissu social, tissu productif, le monde du travail, parce que c'est ça que je m'occupe. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres forces militantes dans la société, heureusement,
qui n'ont pas le même genre de problème. Mais dans le monde du travail, qui me semble être un univers incontournable si on veut penser et entraîner la population dans une démarche de transition, de bifurcation réelle, comment développer cette délibération sur l'organisation et les finalités du travail. Voilà, donc ça c'est vraiment... Alors au niveau des syndicats, il y a un travail politique à faire au niveau des syndicats, et il y a un certain nombre de syndicats qui commencent à le faire, hein, donc c'est pas... On prêche pas dans le désert non plus, hein, beaucoup de gens commencent à se rendre compte qu'il y a vraiment un nœud là, dans cette situation. Mais au niveau politique aussi. Alors, juste un mot là-dessus, je pense qu'il faut vraiment définir, là encore, une perspective politique en termes d'instauration, alors c'est pas pour demain, parce que la gauche n'est pas aux portes du pouvoir, hein, mais d'instauration d'un droit à la délibération sur le travail dans les entreprises. Vous savez, il y avait les lois Auroux en 82 qui avaient une très bonne idée, c'était le droit d'expression sur le travail. Sauf que, en fait, c'était mal foutu, ce truc, et c'était laissé à la négociation collective locale, entreprise par entreprise. Et en fait, dans les accords d'entreprise qui ont institué ce droit d'expression, c'est les employeurs qui avaient la main sur l'organisation de ce droit d'expression, et donc ça s'est très vite détourné en cercle de qualité, réunion de blabla, où dont il sortait rien, et puis c'est mort. Ça a dépéri. Donc essayons de réfléchir à un droit d'expression sur le travail qui soit autonome, qui soit organisé par les élus du personnel. Il y en a beaucoup pour faire ça. Il n'y en a pas assez, mais il y en a beaucoup. Et qui débouche sur des propositions que les employeurs soient tenus de prendre en compte. Alors, ils peuvent répondre positivement, ils peuvent répondre négativement. Mais s'ils répondent négativement et que ça a des conséquences ensuite négatives, par exemple sur l'environnement ou sur la santé des salariés, ils sont pénalement responsables. Donc il y a quand même un levier là de rapport de force qui serait intéressant à mobiliser. Merci beaucoup, c'est intéressant. On voit que la question de l'utilité touche à la question du pouvoir dans l'entreprise et à qui décide quoi produire comment. Et on voit qu'en effet, parfois, le dialogue social peut être un truc un peu mièvre qui ne mène pas à grand chose. Et donc peut-être, voilà, comment on pourrait, comme tu le dis, comment on pourrait sortir de ça et aller vers un vrai dialogue, etc. Qui devrait l'organiser? Est-ce que ça doit être les syndicats? Est-ce que ça doit être les pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux réagir avec l'exemple des scopes, mais bon, comme c'est un peu l'ADN, on met souvent en avant, hein, effectivement, que c'est bien la concertation, la délibération qui fait la démocratie en entreprise. À partir du moment où statutairement, alors pour le coup là, c'est très lié au statut, mais ça pourrait se reproduire, y compris. Mais là, c'est vrai qu'il y a, enfin voilà, quand on s'engage dans une coopérative, derrière, on sait que c'est temps de discussions qui sont essentielles en fait, et on a souvent l'occasion de dire que c'est jamais une perte de temps, de travailler autour de la stratégie d'entreprise, du dialogue social, de ce qu'on va faire, de la production de richesse, de ce qu'on pourrait faire en termes de citoyenneté à partir des 4 piliers que je vous ai évoqués tout à l'heure. Ce n'est que du temps et surtout de la robustesse en fait future de l'entreprise. On met souvent en avant, alors de plus en plus, hein, on a un discours, la preuve par l'exemple. Et donc aujourd'hui, on peut mesurer, on peut chiffrer en fait la robustesse des entreprises. Et moi, je présente régulièrement, en particulier quand je suis devant les politiques publiques qui nous prennent qu'à moitié au sérieux quand même, c'est un peu notre réalité, c'est de dire, en fait, ce sont des vraies entreprises. Vous avez, enfin, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, il y a comme ça un côté où c'est une économie de toute façon qui est largement subventionnée. D'ailleurs, que vous marcheriez pas tout seul, quoi, en gros. Oui. Enfin, vraiment, c'est un peu mis de côté, quoi. Alors que ça représente quand même 14% de l'emploi salarié, donc c'est pas rien du tout, hein. Et je pense que une des clés, en tout cas pour aller plus loin, c'est effectivement de politiser nos discours. On a été un peu lisse, hein. Il y a un peu le complexe. On a parlé beaucoup de l'immigration, mais on pourrait même parler c'est le même complexe, hein. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas droit au chapitre quand on est l'économie sociale pour évoquer les questions économiques. Sauf que la réalité, c'est que vous pouvez complètement repartir de réalité entrepreneuriale pour vous comparer en fait à l'économie tout court. Moi, je considère que l'économie sociale et les scopes en particulier, c'est l'économie de demain. C'est ce qui permettra en fait de changer de paradigme, parce que cette économie montre que
La concertation permet plus d'implication des salariés, permet d'avoir une vision et des finalités sociétales qui sont la priorité avant la financiarisation, et ça, je pourrais vous le décliner à souhait. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais quand même revenir sur le point que vous avez évoqué, parce que c'est pas facile. Quand on vous écoute, on se dit, mais c'est super, c'est exactement ça. Mais bon, je sais pas si LVMH va complètement vous suivre sur l'usage, je crois pas. Bon, mais bon, pourquoi pas, peut-être quelques efforts, etc., par-ci, par-là. Mais sans aller jusqu'à l'exemple de LVMH, je vais vous donner notre exemple, en fait, au niveau des scopes. C'est pas simple, hein. On a une sensibilisation très forte sur l'écologie. Et pourtant, je peux vous dire que c'est pas évident. Et on a même mis du temps à comprendre, mais c'est comme quand je vous disais tout à l'heure, on ne naît pas coopérateur, on le devient. En fait, il faut prendre le temps de devenir coopérateur, il faut le temps de se former, il faut le temps de discuter, il faut le temps d'accepter les désaccords, etc. Eh bien là, en fait, la transition écologique, vous partez d'entreprises et d'un public qui est, je pense, plus sensibilisé que la moyenne. Et la réalité, c'est que c'est pas si simple, parce que vous vous retrouvez sur des tensions entre je choisis quoi, entre ce que la transition écologique implique en termes d'implication, d'investissement, que ce soit pas que financier, hein, humainement aussi, ça demande du temps, etc. Et ce qui va provoquer des tensions par rapport à l'emploi. L'ADN des coopératives, des SCOP en particulier, ça a toujours été l'emploi. Et demain, ça restera l'emploi. Parce qu'il y a cet ADN qui est lié vraiment à l'émancipation des salariés. Et donc, du coup, si vous devez faire des choix qui vont se faire, en fait, contre l'emploi, parce que de temps en temps, effectivement, il y a des choix qui doivent être faits en priorité face à l'urgence climatique, par exemple, et ben ça, je peux vous dire que ça provoque des débats qui sont pas faciles, des débats qu'on peut avoir quel que soit le niveau, hein. Alors je pense qu'ils sont d'autant plus exacerbés ces débats que le monde ouvrier est encore, même s'il est beaucoup moins présent qu'il y a un siècle, mais le monde ouvrier est encore très présent, parce que dans les coopératives, vous avez encore l'industrie, le BTP qui est extrêmement important, et la production, c'est aussi ce qui se traduit par le 13e mois, le 14e mois. Donc c'est des choses très pragmatiques sur lesquelles, en fait, on avance, et en termes de solutions, on n'a pas trouvé mieux, en tout cas, d'essayer de faire en sorte qu'on ait des dispositifs un peu facilitateurs, sans inventer la poudre, hein. On va chercher ce que produit l'ADEME pour essayer d'accompagner, etc. Mais la réalité, c'est qu'on arrive à 50% de nos coopératives, sur les 4500, qui sont complètement dans des démarches d'action, et 50% qui, aujourd'hui, les mettent pas en priorité, et loin de là. Et aujourd'hui, ils nous disent, attends, on vient de sortir de la crise sanitaire, t'es gentil, mais moi, ce que je veux, c'est donner du boulot, voilà, et de faire en sorte de continuer. Et ça, c'est d'abord la production qui passe avant ses choix. Et moi, j'invite souvent quelques-uns de nos adhérents, hein, qui sont très fortement pour la décroissance. Quand j'anticipe sur une question, je passerai une question. Mais la question de la décroissance, par exemple, on a fait le choix de ne pas en faire un sujet prioritaire. Pourtant, on avait quelques entreprises, hein, qui avaient très envie qu'on en parle, mais c'était vraiment source de très fortes tensions. Et la réalité, c'est que ceux qui sont les moins touchés, en fait, sur comment ça va avoir un impact sur la production de l'entreprise, sur l'évolution dans les usages, etc., sont ceux qui sont les plus dans la radicalité de la mise en œuvre de la décroissance. Et ça, alors je peux vous dire que ça cogne très très fort. Et peut-être juste pour finir, on a la chance, en tout cas dans le mouvement des SCOP, d'avoir toutes les sensibilités politiques. Bon, j'espère le moins possible sur l'extrême droite, mais je sais que dans la réalité, je peux me faire des films si je veux, mais il y a des gens qui votent Rassemblement National. Bon, je pense qu'elle est beaucoup moins important que les 40% que ce qu'on a eu aux dernières présidentielles, mais la réalité, c'est qu'on arrive quand même à avoir un fil
Ce fil, c'est d'abord celui du travail avant celui de la bifurcation écologique, mais néanmoins on y travaille et ça c'est le côté optimiste que je voulais vous partager. Merci beaucoup Fatima. Et Fabrice, je te voyais hocher la tête quand on parlait des scopes comme étant un modèle intéressant. Toi, du coup, au sein des entreprises, je dirais plus classiques, il y a quand même une forte demande de sens de la part des salariés, etc. Et comment tu pourrais répondre du coup à cette envie de la part des salariés de politiquement participer à la création au choix de ce qu'on crée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place assez radicales? En fait, les entreprises, c'est pas des démocraties, ça vous a pas échappé, hein. Donc, c'est les entreprises elles-mêmes qui se fixent leurs règles du jeu. Et aujourd'hui, comme on doit réinventer les modèles d'affaires, on va avoir besoin de l'intelligence des collaborateurs qui savent comment faire en fait en réalité. Il suffit de leur poser la question. Mais ça suffit pas de poser la question aux collaborateurs, il faut poser la question maintenant à l'ensemble des parties prenantes, comme je disais tout à l'heure. Et bonne nouvelle, il y a une nouvelle régulation qui vient d'arriver maintenant en Europe, ça s'appelle la CSRD, et puis bientôt la CS3D aussi, qui oblige en fait les entreprises à définir leurs enjeux les plus importants. Et comme par hasard, dès lors qu'on interroge des parties prenantes non contractuelles, ces parties prenantes non contractuelles remettent l'église au milieu du village et remet l'entreprise devant ses propres contradictions et ses dissonances en fait, hein. Parce que finalement, quand on interroge des parties prenantes non contractuelles dans une grande entreprise, tout de suite elles nous disent mais c'est très bien ce que vous faites, mais regardez ce que vous polluez, regardez ce que vous extrayez, regardez ce que vous rejetez dans le milieu naturel. Donc ce serait bien à la limite continuer de faire comme aujourd'hui, mais faites-le d'une façon propre. Et on voit bien que aujourd'hui les entreprises manquent d'imagination pour faire autrement. Elles sont toujours dans une logique aujourd'hui d'optimisation de ce qu'elles ont toujours fait. Donc ils appellent ça l'amélioration continue et elles comptent surtout sur la fait technologie pour surtout ne rien changer. Alors, on appelle ça le technosolutionnisme, la croissance verte, on a parlé dans ton discours, etc. Sauf que ça fait maintenant une dizaine d'années qu'elles ont essayé ces artefacts de progrès, parce que j'appelle ça des artefacts de progrès, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, en fait, les courbes de décarbonation restent plates, et il n'y a pas moins de déchets, etc. Et donc, on a un momentum qui est quand même singulier, où on s'en rend compte que si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, et qu'il va falloir s'attaquer une nouvelle fois à la façon de créer la valeur d'une façon complètement différente. Et c'est cette fameuse économie de la fonctionnalité qui va devoir s'imposer. Et bien ça, c'est grâce à la régulation qu'on va l'obtenir. Moi, je ne crois pas du tout à des mouvements spontanés où un matin, les parties prenantes vont voir la Vierge et on va décider de changer. Alors, on a besoin de régulation, on a besoin de régulation forte pour pouvoir changer les choses. Si on n'accepte pas de changer les choses par la régulation, hélas, ce sont les crises qui vont nous obliger de changer. Et mais il faut pas l'espérer parce que ce type de crise qui vont s'appeler bientôt des crises climatiques, c'est des crises de mort. Merci beaucoup Fabrice. Et avant qu'on passe aux questions du public, du coup, c'est intéressant. Donc l'idée, en effet, que tu crois pas vraiment à une transformation spontanée, et plutôt au fait qu'il y a des régulations qui doivent, en gros, demander à ces organisations privées de se mettre en ordre de marche et de changer. Et peut-être du coup, avant de passer aux questions du public, est-ce que vous avez un avis sur ce que tu soulevais Fabrice et ce que tu soulevais Fatima? C'est-à-dire l'idée qu'en effet, quand on demande de faire une bifurcation écologique sérieuse, et ça demande peut-être on le disait, à certaines productions de devoir ralentir, voire s'arrêter. On peut penser par exemple à l'aviation, etc., où il va y avoir un démantèlement d'une partie, en tout cas on espère un démantèlement d'une partie des infrastructures. Comment on fait pour ne pas opposer pour ne pas opposer la sauvegarde de l'emploi avec cet impératif écologique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que l'État accompagne par la régulation? Est-ce qu'il faut un salaire à vie? Est-ce qu'il faut faire payer les grandes entreprises? Est-ce que vous avez une solution sur cette question ardue? Je dirais qu'il y a deux conditions, au moins deux conditions pour embarquer les salariés, notamment des industries polluantes, dans une stratégie de bifurcation. C'est assurer le maintien du revenu et la reconversion donc des systèmes publics de garantie d'emploi, de revenus et de formation qui font que les gens n'ont pas peur de se retrouver sur le carreau en précarité. Et, quand vous êtes ingénieur ou ouvrier, que vous avez 50 ans, que vous avez une expérience dans l'industrie aéronautique, chimique, etc., et qu'on vous dit voilà, on va fermer votre usine et puis débrouillez-vous, évidemment ça va pas marcher, hein. Ça va susciter plus que des réactions. Donc
Ça, c'est la première condition, une sécurité. Alors, la CGT parle de sécurité sociale professionnelle, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est une garantie d'emploi et de revenus publiquement assurée, proclamée, enfin claire pour tout le monde. Donc personne ne va se retrouver sur le carreau à cause de politique de reconversion écologique. Mais il y a aussi une deuxième possibilité, une deuxième condition, il me semble, c'est d'associer les collectifs de travail à la réflexion, parce que il y a aussi quelque chose il y a une tendance parfois dans les milieux écologistes à dire bon ben voilà, on va fermer toutes ces usines et puis les gens iront faire autre chose, les ingénieurs ou les ouvriers iront dans les services à la personne, etc. Bon, il y a des savoir-faire, il y a des cultures professionnelles. Là encore, c'est des facteurs qui peuvent être des facteurs de résistance majeurs. Si vous dites aux gens, bah non, bah, vous allez débrouillez-vous. Enfin, vous aurez un revenu, mais vous allez faire du maraîchage. Là encore, on va se heurter à des problèmes complètement légitimes, hein, de culture professionnelle, d'identité intime qu'il faut prendre en compte. Sinon, on va se heurter à nouveau à des blocages. Et donc, je pense, enfin, une des conditions de la possibilité d'embarquer les gens, c'est de les associer à une réflexion très très profonde et très réelle sur la possibilité de reconversion de leurs outils de production. Alors, c'est pas toujours possible, hein, mais dans l'aéronautique, par exemple, c'est possible. Alors, à certaines conditions, et ça demande des investissements, mais il y a des militants, des associations qui sont en train d'y réfléchir, d'y travailler. C'est possible de reconvertir une partie des outils de production et de conserver une grande partie des compétences, des savoir-faire pour faire autre chose, faire du matériel médical, faire des trains, faire voilà, l'imagination, faire l'usine. Il y a une usine de sous-traitance automobile en Italie qui s'appelle GKN, qui a été fermée à Florence, qui a été fermée par son actionnaire. Et les ouvriers ont développé un projet de reconversion, de production de batteries écologiques, des batteries sans lithium. Ça a demandé des financements. Et évidemment, l'État italien n'a pas soutenu, et donc ils sont obligés maintenant de se repositionner sur un autre projet moins industriel. Bon, mais on voit bien le potentiel. Il y avait vraiment une mobilisation là des ingénieurs, des ouvriers de cette usine pour concevoir d'autres produits en lien avec les universitaires de la ville, avec les milieux professionnels. Bon, voilà. Donc là, évidemment, les alliances avec les collectivités locales, les milieux scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, les associations environnementales qui étaient aussi mobilisées pour la préservation de l'emploi et la reconversion de cette usine, ben, tout ça est essentiel pour dessiner un chemin politiquement attractif, politiquement désirable pour la majorité de la population. Oui, je crois qu'il nous reste très peu de temps, donc je vais être je rejoins complètement. On a un peu plus que 5 minutes parce qu'on a commencé en retard. Je rejoins complètement Thomas sur ces deux conditions, avec effectivement un risque à éviter, c'est d'avoir un gouvernement qui soit plutôt progressiste, mais qui reproduise une forme de technocratisme écologiste, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les bons outils, l'évaluation de la situation, les bons plans, etc. Donc avec une forme de planification par en haut qui risque de pas forcément convaincre les salariés, de pas les emmener comme tu dis. Et puis on voit aussi à quel point dans le champ politique aujourd'hui, les différenciations qui se jouent sur la question environnementale et la façon dont le RN aussi en fait un cheval de bataille à contrario pour se définir pour se définir en contre. Et donc bien sûr tout ça va prendre du temps. Bon, un des enjeux, c'est de partir aussi de cette question de la centralité du travail dans la vie des gens. C'est-à-dire, alors Thomas l'a un peu dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on en fait nous? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que notre horizon, c'est de dire on veut une société débarrassée de l'aliénation du travail, ou est-ce qu'on veut une société qui met au travail les intelligences et les savoir-faire collectifs pour faire face à la crise écologique? Et rendre du sens au travail, c'est bien sûr écouter le sens que les travailleurs ont, mais c'est aussi effectivement reprendre un discours en positif qui soit pas celui de la valeur travail posée comme une espèce d'abstraction
qui serait, enfin, justement, qui ne définirait pas véritablement de quel travail on parle, mais au contraire d'arriver à voilà, porter le débat sur quel travail on veut, mais aussi bon, quel temps libre on veut. Hein. C'est-à-dire que la question de la délibération, des enjeux démocratiques, etc., elle est aussi conditionnée par notre capacité à articuler un temps de travail réduit et des temps de politisation, de citoyenneté beaucoup plus vastes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres réactions sur cette question? Sinon, j'ai des questions du public, dont une qui a été surlignée, qui est pas facile du tout. Moi, je veux bien réagir en tout cas sur les politiques publiques. Hein. C'est évident que sur ces sujets-là, il y a une responsabilité. Je vais pas tout reprendre, mais on a évoqué la conversion professionnelle, c'est un des sujets. Je vais juste moi reprendre pour illustrer, parce qu'on a Thomas, vous avez évoqué un exemple de reprise d'entreprise. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, je vais vous le donner de mon point de vue. Enfin, moi, je trouve que c'est juste un scandale, le désintérêt de l'économie sociale sur ce sujet-là en particulier. On sait sur la reprise d'entreprise, c'est quand même c'est un sujet, on en entend parler à peu près de plus en plus dans le contexte économique tendu. Aujourd'hui, dans les solutions, il n'y a pas que la solution coopérative, mais je vais vous parler de celle-ci en particulier. Ça se fait sans l'État. C'est juste une aberration. Ça se fait sans l'État. Duralex, dont vous avez entendu parler cet été, ça a été pour nous c'est une fin heureuse, donc on est très heureux en tout cas d'avoir pu aller jusqu'au bout, mais ça a été un enfer en fait pour nous, un enfer. Pourquoi? Parce que monter un projet de cette nature, on avait toutes les conditions dont on avait besoin, des salariés qui étaient les premiers impliqués, les fournisseurs, les clients, les partenaires publics, les collectivités territoriales, et ça s'est fait, mais ça s'est fait au bras de fer. Au bras de fer, on a réussi à mobiliser à la fin le CIRI, qui est un dispositif au niveau de l'État, et donc un fonds spécifique qui est venu, etc. Mais la réalité, c'est que on croit pas un seul instant que ça peut être une solution. On peut pas imaginer que les salariés pourraient être la solution. Et ça, vous l'avez pour les reprises d'entreprises en difficulté, mais vous l'avez pour les transmissions. En fait, chaque année, nous avons des super études qui sont réalisées, confortées par les chercheurs, etc., sur le fait que il disparaît chaque année 50 000 entreprises faute de repreneurs, parce qu'il n'y a pas de racheteurs. En fait, les salariés peuvent racheter leur entreprise, Il existe des solutions et on peut les accompagner. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui comment on finance, et c'est là que je trouve que c'est absolument anormal. Alors, vous pouvez compter sur moi, je le dis tout le temps, et j'agace en particulier les banques publiques d'investissement, mais on peut pas lâcher, c'est un vrai scandale. La réalité, c'est que aujourd'hui, ces financements, on les trouve grâce en partie aux entreprises coopératives qui nous versent une cotisation au niveau du mouvement coopératif, donc on en verse une partie. Ensuite, on fait emprunter les salariés pour une autre partie. Heureusement que nous avons quelques banques, principalement des banques coopératives, qui en amènent une partie, et puis souvent les collectivités territoriales qui sont publiques. Mais la réalité, c'est que vous allez pouvoir le faire avec certaines et pas d'autres, en fonction des moyens des collectivités. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est de la responsabilité des politiques publiques avec l'État et les banques publiques d'investissement qui n'ont toujours pas compris comment fonctionnait l'économie sociale et solidaire, et cherchent en fait des rendements qui n'existent pas chez nous, mais pour lesquels on a d'autres outils. On n'est pas en train de dire qu'il faut donner de l'argent gratuit. Cet argent-là, on le rémunère avec des taux d'intérêt, on le rembourse comme n'importe quelle entreprise. Ça, donc du coup, tu évoquais une proposition, qu'on prenne au sérieux. Enfin, je sais pas, imaginez, on a un budget de 4,7 milliards pour le ministère de l'économie. Il y a une ligne de 20 millions
20 millions sur 4,7 milliards qui est affecté à l'économie sociale et solidaire. Mais enfin, c'est de l'aumône. C'est de l'aumône. Alors là, je prends un peu ma casquette de secrétaire général de SS France, et c'est de dire, mais quand est-ce qu'on va pouvoir parler sérieusement? Et je crois que le sujet que j'aborde pour l'économie sociale et solidaire est le même pour l'écologie, sur laquelle il y a plus de moyens, heureusement, mais pour lesquels il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on prend pas complètement au sérieux dans les mots l'urgence écologique est extrêmement présente quand on écoute. Et c'est pour ça que de temps en temps, effectivement, y compris quels que soient les partis politiques qui parlent, on n'arrive plus complètement à se retrouver. Moi, je suis engagée politiquement, mais régulièrement, quand je rencontre des citoyens, ils me disent ouais, mais en même temps, c'est quoi la différence entre la gauche et la droite? Il y en a plus. Et puis l'extrême droite, on va essayer parce que même eux, ils ont quand même un discours écologique. Enfin bon, des fois, on en tombe par terre. Donc il y a aussi une question de clarification et d'honnêteté intellectuelle qui nous manque cruellement pour avancer en fait avec des solutions et des solutions pragmatiques qui existent. Merci beaucoup Fatima pour ce témoignage. Et j'en profite pour mettre un coup de projecteur sur l'opération Milliard qui vise justement à lever de l'argent pour essayer de soutenir ça, parce qu'il y a des super initiatives comme par exemple le Railcoop qui voulait faire une ligne de train entre Bordeaux et Clermont, c'est qui est évidemment très utile socialement, mais comme c'est pas assez rentable apparemment, c'est compliqué, donc évidemment il faut soutenir ça. Alors je crois qu'on a quelques minutes qui restent pour la question du goût du public, donc il y en a deux qui ont été surlignées. Une qu'on a déjà un petit peu creusée, c'est finalement alors je sais pas si quelqu'un veut la prendre, quelle résonance de ces discours qu'on fait, très intéressant, auprès des banques russes du CAC 40. Est-ce que seulement ENA ou vraiment quelqu'un veut la prendre celle-là ou Fabrice? Non, franchement là, si c'est un sujet qui est hors sol aujourd'hui dans les entreprises du CAC 40, je vous le dis tout de suite, et on en aurait besoin pourtant. Mais il faut trouver le bon levier de dialogue. Alors ça passe par les partenaires sociaux, peut-être, je sais pas, ou arriver à faire des conférences conjointes entre la FEP, le MEDEF et Alter Capitale. C'est un truc qu'il faudrait que tu essayes un peu de faire ça. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, peut-être. Je sais pas si ça marche beaucoup, mais ça peut être intéressant. Bah, merci Fabrice. Et bon, dernière question, mais bon, je vous la lance comme ça, mais bon, c'est une question macroéconomique très complexe que je comptais d'ailleurs poser aux parlementaires tout à l'heure. Mais comment financer les prestations sociales avec une baisse de la production? Vous avez 3 heures. Comment financer les prestations sociales avec une baisse de la production? En renforçant la prévention. Pas mal, ok. Est-ce qu'on a une autre réponse ou est-ce qu'on s'arrête là? On s'arrête là? Quand on regarde le coût économique du capitalisme, le coût social du capitalisme, il est considérable. Hein. Le coût social du mal-être au travail, le coût économique, le coût pour la sécurité sociale, c'est des dizaines de milliards. L'assurance chômage, c'est des dizaines de milliards. Donc voilà, on peut faire des économies de prestations sociales avec un système productif transformé qui permettent l'épanouissement, l'implication des gens, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pistes de ce côté-là. Parfait.